Et bonjour, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui va être un complément sur les paramètres de coupe. L'idée c'est quoi? C'est que je vais vous présenter en fait les deux opérations standards les plus classiques qu'on apprend au début sur le tournage, et on va voir un petit peu des détails sur les paramètres de coupe. Ensuite on verra le cas du fraisage, où là il y a un paramètre supplémentaire par rapport au tournage qu'on n'a pas traité et qui est juste essentiel en fait. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à tout de suite. Alors en tournage, on va imaginer que ça c'est notre pièce, donc c'est une pièce cylindrique. Et puis on va traiter la première opération classique qu'on apprend au début. Donc ça s'appelle un chariotage. Donc le but du chariotage c'est quoi? Ça va être d'enlever de la matière sur le rayon de notre pièce. Donc ici, on va diminuer le rayon. Alors je parle bien ici de rayon et pas de diamètre, parce que l'outil, lui, travaille au rayon, donc on va se mettre de ce point de vue-là. Donc le chariotage, ça sert à ça, et ça sert à le faire sur une certaine longueur, ça c'est à nous de choisir. Vous comprendrez tout de suite. Donc l'idée c'est quoi? C'est que là j'ai dessiné la demi-pièce, et en fait ce que vous allez devoir imaginer quand vous allez tourner. Et puis ici vous avez votre outil. Et votre outil en fait il va parcourir la pièce sur sa longueur. C'est-à-dire qu'il va venir tracer en fait le trait rouge que je viens de faire, et par conséquent ça va enlever la matière qui est assurée. Donc là on voit bien que c'est une réduction du rayon, et donc c'est une réduction au diamètre de notre pièce. Donc encore une fois, votre outil va travailler au rayon. Et la formule, cette fois-ci, elle ne change pas, c'est la même. C'est 1000 Vc sur πd pour la vitesse de rotation. Et ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc ça, c'est la formule classique. Jusque-là, tout va bien. Là où ça devient un petit peu différent, c'est quand on va parler du dressage. Donc le dressage, c'est, si vous voulez, la deuxième opération classique qu'on apprend au début. Et l'idée, si ici, celle-ci permet de réduire le rayon, vous vous en doutez, celle-ci va permettre de réduire la longueur de la pièce. Donc ici, c'est réduire la longueur. Voilà. Donc toujours pareil. Vous avez votre demi-pièce qui est ici, et cette fois-ci, votre outil va parcourir la distance qui est là. Si on trace la trajectoire de l'outil, il va être comme ceci, et cette fois-ci, on va enlever la matière assurée rouge. Alors évidemment, on peut combiner, si vous voulez, en quelque sorte, ces deux opérations-là pour faire par exemple un épaulement. Un épaulement, c'est un chariotage qui s'arrête à une certaine distance. On le verra un peu plus tard dans une autre vidéo. On verra ce cas-là. Donc c'est un chariotage qui s'arrête à une certaine distance et on finira par un dressage final pour faire propre. Donc le dressage, quel est son cas particulier? Eh bien, si on regarde la trajectoire de l'outil, vous avez par exemple un premier diamètre qui est celui-ci, qui va être le diamètre initial, appelons-le D0. Et puis vous allez avoir un deuxième diamètre dans votre calcul, ici, qu'on appellera DX. D'accord? Et puis au final, vous avez le diamètre ici, qui sera votre diamètre final, qui lui vaut 0. Donc en gros, vous partez du diamètre originel de la pièce. L'outil, quand il descend le long ici, eh bien, votre diamètre diminue de plus en plus jusqu'à atteindre la valeur 0. Et du coup, quand on parle de vitesse de rotation, ici, donc 1000 Vc sur πd, ben là ça ne change pas, sauf que cette fois-ci, d varie. Donc comment on fait le calcul? Ça veut dire que je dois constamment changer ma vitesse de rotation. Oui, mais ça sur la machine, c'est pas possible. Parce que je ne peux pas changer sur un tour conventionnel la vitesse de rotation en même temps que j'avance. Puisque pour changer la vitesse de rotation du tour, comme c'est une boîte de vitesse et qu'il n'y a pas d'embrayage comme sur une voiture, je suis obligé d'arrêter le tour. Donc je suis coincé. Là, je peux pas. Alors pour ça, il y a une méthode.
La méthode, c'est la suivante. C'est-à-dire que vous allez faire votre calcul avec le diamètre médian de votre pièce, ici. D'accord ? Donc, disons que le diamètre de ma pièce, c'est 20. Ben, je vais faire le calcul avec un diamètre 10. La moitié. Ça va me permettre d'avoir un effet de moyenne entre le début de ma pièce et la fin de ma pièce. Alors du coup, ça veut dire que votre état de surface n'est pas constant au fur et à mesure de l'usinage. C'est ça que ça veut dire. Si maintenant vous avez une très grosse pièce, imaginons que vous avez un diamètre, je sais pas, 80. Bon morceau d'acier comme ça. Ben là, vous pouvez procéder par étage. C'est-à-dire que vous allez faire les 20 premiers millimètres avec une vitesse, puis vous allez arrêter votre tour, sortir l'outil du tour correctement, changer la vitesse, faire les 20 suivants, puis ainsi de suite, jusqu'à obtenir le diamètre 0. Donc ça, c'est deux façons de procéder. Quand vous avez de petites pièces, vous prenez le diamètre moyen, et quand vous avez des grosses pièces, vous allez procéder par étage. Ce qui va vous permettre, si vous voulez, plus ou moins de lisser votre paramètre de coupe sur l'ensemble de la pièce. Donc voilà le petit cas particulier que je voulais traiter avec vous en tournage, c'est celui du dressage. Pourquoi j'ai parlé que de ces deux opérations? Eh bien, puisque toutes les autres opérations sont fortement en lien en termes de calcul, de paramètres de coupe, avec celle-ci ou celle-ci. Si par exemple vous faites un filetage autour, vous êtes plutôt dans le cadre d'un chariotage en réalité. C'est le même calcul. Si vous faites un tronçonnage de pièces, c'est-à-dire le fait de couper votre pièce avec un outil, là vous êtes dans une situation similaire au dressage. C'est pour ça qu'on commence d'ailleurs avec ces deux opérations-là qui vont cadrer l'ensemble des opérations qu'on peut faire sur un tour. Alors du coup en fraisage, vous avez un petit cas particulier aussi. Donc ici, je vous ai dessiné une petite pièce, c'est ce qu'on imagine qu'on veut réaliser. Donc j'ai une pièce qui est prismatique et je veux faire une petite épaule ici, un petit épaulement pour quelconque raison. Donc je vous ai assuré ce qu'il faut, les surfaces finales à obtenir. Donc c'est-à-dire que moi je vais venir avec un outil que je vais parcourir le long d'un brut qui à la base était prismatique, voilà, qui était comme ça, et je vais enlever la partie qui est ici en pointillé. Donc pour le faire, j'ai plusieurs possibilités. J'ai ma table, je monte la pièce dessus, j'ai la fraise qui va tourner de gauche à droite et que je place sur la gauche de ma pièce. Voilà. Et l'autre possibilité, c'est que j'ai la table, j'ai la pièce, toujours pareil. La fraise, elle tourne de gauche à droite, mais cette fois-ci, elle est placée sur la droite de ma pièce. Alors, quelle est la différence? Eh bien ici, quand vous regardez votre fraise, il faut regarder dans quel sens elle tourne par rapport au mouvement de la table. Et comment elle va progresser dans la matière. Donc ici, quand vous regardez, la fraise, elle va attaquer la matière sur ce quart de tour-là. D'accord? Ce qui veut dire que la fraise, elle tourne dans ce sens-là. D'accord? Et si je dessine le vecteur vitesse en sortie, ici, du mouvement, il est comme ceci. Autrement dit, il est dans le même sens de mouvement que la table, que j'ai tracé en rouge. La table va se déplacer comme ceci pour enlever la matière. Dans l'autre cas, c'est la même chose. La table se déplace dans le même sens pour enlever la matière. Par contre, on ne va pas utiliser le même quart de cercle. Donc ici, si je dessine le quart de cercle qui est dans la matière et qui est donc usine, il est comme ceci. Et toujours pareil, si cette fois-ci je trace le vecteur vitesse d'entrée dans la pièce, il est comme ceci. Il est en opposition avec la table. Donc cet usinage-là s'appelle l'usinage en avalant, et c'est un paramètre de coupe, et celui-ci s'appelle l'usinage en opposition.
L'idée, retenez ça comme règle, pour travailler en opposition, il faut que le sens de rotation de l'outil soit opposé au sens de translation de la table. Autrement dit, quand vous tracez le vecteur vitesse de la rotation de l'outil, comme je l'ai fait là, il doit être opposé au vecteur vitesse de la table. Sinon, vous êtes dans l'autre cas, vous êtes en avalon. Alors pourquoi c'est super important? Parce que ça, c'est vraiment essentiel. Et bien, quand vous êtes en usinage conventionnel, on va toujours travailler en opposition. On travaillera extrêmement rarement en avalant. Et quand vous êtes sur une commande numérique, vous allez travailler en avalant. Alors pourquoi c'est comme ça? Une commande numérique est une machine qui n'a pas de jeu. Elles sont conçues comme ça, elles sont conçues pour ne pas avoir de jeu. Et donc, le travail en avalant, lui profite bien de ça, puisque il est hyper efficace quand il n'y a pas de jeu, et il permet d'avoir de meilleurs états de surface qu'en opposition. En revanche, quand vous êtes sur une machine qui a du jeu, par exemple, une fraiseuse conventionnelle, et bien à ce moment-là, il est nécessaire de travailler en opposition, parce que sinon vous risquez de casser ou la fraise, ou la pièce, ou même potentiellement la vis écrou qui permet la translation de la table. Bref, vous allez faire des dégâts, et des gros dégâts. Je l'ai fait, c'est pas un super moment à passer. Donc vous allez toujours vouloir travailler en opposition. Et ça, il faut absolument le retenir. Alors maintenant, pourquoi exactement c'est comme ça? Alors, j'ai fait une petite maquette. Avec 2 bouts de papier. Donc pour déplacer en fait la table, vous avez un système de vis écrou. Sur une machine conventionnelle, l'écrou il est lié au bâti et la vis elle est dans la table. D'accord? Ce qui veut dire que pour faire avancer la table dans le sens de mon stylo là, d'accord? Eh bien il faut que ma vis vienne en appui de cette façon-là contre l'écrou du bâti, puisque si vous avez fait un peu de mécanique, vous vous rendrez compte qu'il y a du coup une force de réaction générée qui est comme ceci, et que par conséquent, à cause de cette force qui est générée, eh bien, vous allez obtenir une accélération dans ce sens-là, et donc dans le sens du mouvement que je souhaite. D'accord? Donc c'est bien la réaction de l'écrou du bâti qui permet à la table d'avancer. Et pour que ça se fasse, il faut que ma vis soit dans ce sens. Alors oui, c'est vrai que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous noterez que je ne cale pas les vis comme ça, pour que vous puissiez vous représenter le jeu d'une vis. Donc en fait, la partie noire que vous voyez, c'est le jeu de la vis. Et donc, à cause de ce jeu, au début, quand je vais tourner ma manivelle, je vais tourner dans le vide, et puis à un moment, ça va me permettre de déplacer ma vis suffisamment pour que le jeu soit rattrapé, et ça va me permettre de caler la vis contre l'écrou et à ma table d'avancer. Alors maintenant, si on imagine la fraise qui est juste là, d'accord ? Voilà, ça c'est la fraise, et ma table elle se déplace toujours dans le sens du stylo. Eh bien ma fraise, faut imaginer que c'est un peu comme un mur, d'accord? Si je pousse la table dans la fraise, vous noterez que comme la table est déjà calée contre l'écrou, il n'y a aucun problème. Maintenant si on imagine que je travaille en avalant, voilà, ça va être différent, puisqu'en avalant, il faut que je change ça. Je vais changer c'est comme si je changeais le mouvement de la table. Et du coup, cette fois-ci, à cause de la rotation de l'outil et des efforts de coupe générés, l'outil, au lieu de marcher en opposition par rapport à la table, va marcher en avalant et par conséquent, il va vouloir tirer la table. C'est ça qui va se passer. Et aussi étonnant que ça puisse paraître,
les efforts de coupe générés par la fraise qui coupe la matière sont juste immenses. Il faut quand même se rappeler que ça coupe de l'acier. D'accord ? L'acier, c'est quand même c'est un peu solide, l'acier, quoi. Donc la fraise, quand elle va faire ça, elle va vouloir rattraper le jeu de la table. Et ça va être terrible. Pourquoi ? Parce que vous avez réglé votre outil pour qu'il prenne une certaine passe à une certaine vitesse avec une certaine avance. Et quand il y aura trop d'adhérence et trop d'efforts de coupe, la table va partir très rapidement et rattraper son jeu. Si votre table, elle a 2 ou 3 mm de jeu, ça veut dire qu'il y a une dent de la fraise qui, au lieu de prendre une petite passe, va prendre une passe de 3 mm, ce qui est énorme. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va pas le faire, ça. La fraise, elle va coincer, la plaquette, elle va casser. Si c'est pas une fraise à plaquette, toute la fraise va exploser. La pièce va subir des efforts conséquents, elle risque de se déloger de l'étau. Enfin bref, ça va être un peu cataclysmique comme truc. D'accord ? Et je dis ça vraiment en pesant les mots. Donc il est nécessaire de travailler en opposition. Quand vous avez votre fraise, avec le sens de rotation de la fraise, il faut toujours que votre table aille contre le mouvement de la fraise. Et ça, c'est essentiel. J'ai pas trouvé de meilleur moyen de vous l'expliquer qu'avec cette petite maquette. Retenez juste ça, quand vous êtes en opposition, la fraise, elle pousse la vis de la table contre l'écrou, donc il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous êtes en avalant, la fraise veut rattraper le jeu, et donc la vis, elle va se décaler. Ce qui va nécessairement impliquer que la fraise va prendre une passe beaucoup trop grosse et exploser. Donc voilà pour les petits cas particuliers en fraisage et en tournage sur les paramètres de coupe. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris quelque chose. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à bientôt.